Bonjour, je m'appelle Christophe Deloum et je suis depuis une dizaine d'années en charge de la production et de la programmation à l'Opéra de Rennes. Alors Constance Tandier-Didier, une femme moderne sous le Second Empire, est en fait la biographie d'une cantatrice du 19e siècle qui a vécu entre 1831 et 1857, donc c'est quelqu'un qui est mort très jeune et qui en une quinzaine d'années, puisqu'on peut résumer sa carrière à 15 ans à peu près, a fait des rencontres déterminantes, s'est produit sur les plus grandes scènes lyriques et a été amené à créer des ouvrages importants, dont La force du destin de Giuseppe Verdi par exemple, mais d'autres compositeurs comme Meyerbeer ou Gounod ont écrit pour elle. La modernité d'une personne qui est dans son siècle et qui en contourne quelque part les contraintes, c'est-à-dire une femme qui manifeste son indépendance, en l'occurrence dans son métier. Son rapport à l'argent aussi, c'est important. Je veux dire, on ne gagne pas sa vie quand on est une femme au 19e siècle. On la gagne par le patrimoine qu'on reçoit à sa naissance, par la dot, par son mariage. Elle, c'est une femme qui travaille, qui se produit, qui gagne sa vie, qui est indépendante et qui investit le fruit de son travail. C'est une femme qui s'est séparée très tôt d'un mari et qui, par rapport à ça, a dû construire et se défendre en permanence pour pouvoir maintenir son indépendance et protéger les revenus que sa carrière générait. J'ai essayé de reconstituer le parcours d'un artiste lyrique dans ce qu'il peut avoir de quotidien, c'est-à-dire dans ses voyages, dans les différentes étapes qu'il est amené à faire dans les grandes villes, dans les villes d'eau par exemple, ou dans les grandes capitales européennes. J'ai tenté de montrer aussi que les artistes qui ont une certaine notoriété, évidemment, favorisent à cette époque qui est le Second Empire des engagements dans des villes qui sont des villes économiquement fortes comme Londres, Paris ou Saint-Pétersbourg. Il y a une méfiance évidemment de la part de ces grands artistes. L'opéra est encore à cette époque-là en grande partie géré par des concessions ou même par des directions privées. La banqueroute existe, c'est-à-dire que des artistes sont engagés, signent des contrats, se produisent et ne sont pas payés. Donc les chanteurs qui ont atteint un certain stade, évidemment, se détournent de ce genre d'aventure et préfèrent cantonner leur parcours à des villes extrêmement réduites, mais au moins où la sécurité leur est garantie. J'ai beaucoup de documentation personnellement sur les artistes du 19e siècle, sur les grands chanteurs d'opéra de cet âge d'or, et en fait un espèce d'affect tout particulier pour ces chanteurs dont on a perdu la voix, c'est-à-dire qu'au moment où elle meurt en 1857, Edison n'existe pas, on n'a aucune trace sonore, et on se retrouve à imaginer ce qui a pu vraiment fanatiser un public. L'opéra est alors un genre extrêmement populaire. Les chanteurs sont évidemment extrêmement populaires aussi, ce sont des stars. Et on se plaît à imaginer, enfin c'est comme quand vous lisez Stendhal, vous vous plaisez à imaginer ce qu'était la voix de la Malibran. Donc c'est ce côté très mystérieux et qui fait qu'il ne peut pas être recoupé par un témoignage sonore qui m'a intéressé. Enfin, c'est une exploration intéressante. Alors au niveau des ressources, c'est absolument formidable parce que, à mon grand étonnement, c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de personnes et qui a eu des répercussions. Je ne peux pas dire que j'ai rencontré de difficultés à remonter aux sources. Je n'ai pas obtenu tout ce que je recherchais. En revanche, il est ressorti des choses auxquelles je ne m'attendais pas, avec le concours d'universitaires, d'historiens, de gens extrêmement coopératifs sur le sujet. Et puis ça m'a amené aussi à voyager, puisque évidemment c'est une artiste, donc c'est une femme nomade dans son métier. Et donc les sources, on les retrouve en Angleterre, on les retrouve en Italie, on les retrouve en Espagne. Et à chaque fois, ça a été des contacts absolument passionnants et des gens qui m'ont ouvert des fondations, des particuliers aussi, qui m'ont ouvert leurs fonds avec une très grande générosité, une très grande gentillesse. Je dirais à peu près 5 années de travail pour ce qui est de la collecte des informations, le travail d'écriture, et puis quand vous commencez le travail d'écriture, les informations continuent à arriver vers vous, donc vous retravaillez évidemment la matière. C'est 5 bonnes années. C'est une convergence de plein de facteurs qui vous arrivent, qui déterminent en fait le sujet, qui est un sujet intéressant sur lequel il n'existait rien. Et en fait, vous êtes en charge d'une espèce de petite enquête policière et on accumule une grande documentation et au bout d'un moment, cette accumulation fait qu'on veut absolument l'exploiter, qu'on ne veut plus la perdre. En fait, il s'agissait de ressusciter quelqu'un sur lequel on a des repères biographiques et chronologiques, mais en fait assez peu de choses. Et à travers toute cette documentation, on trouve une personnalité particulière
d'une femme en fait, et les éditions MJW Fédition ont souhaité la remettre dans son siècle parce que c'est une femme indépendante, c'est une femme qui gagne sa vie, ce qui n'est pas le cas des femmes, de la majorité des femmes au XIXe siècle. On se retrouve face à une femme née française, de culture française, qui ne va jamais s'exprimer dans son travail en français. C'est-à-dire elle va chanter en italien pendant tout le cours de sa carrière. Les ouvrages italiens, elle les chante dans la langue originale. Les ouvrages français, elle les chante systématiquement dans leur traduction italienne. C'est-à-dire que cette femme n'est pas associée dans son chant à la langue qui est sa langue maternelle. Donc je pense que cet aspect des choses a certainement retenu immédiatement l'intérêt de MJW Fédition.